Bonjour à tous. Donc moi c'est Simon. J'étais chez Théodo pendant 3 ans et demi. Maintenant je suis chez Cozy Cloud. Voilà. Moi c'est Maxime, je suis arrivé chez Théodo depuis 2 ans et demi, je suis toujours chez Théodo. On était tous les deux, parce que Simon y était encore il n'y a pas longtemps, architecte développeur. Architecte développeur chez Théodo, on est dev web, et on fait un peu de ops. Et nous, depuis 1 an et demi, on fait beaucoup de DevOps. Donc notre histoire en fait, donc on a été développeur et puis rapidement on a dû s'occuper des différents projets. On travaille toujours avec des ops, mais on modifiait en fait les différents scripts de provisioning. Donc on a énormément de projets qui arrivent chaque mois. Les équipes peuvent bouger. C'est une startup qui a... Moi, quand je suis arrivé, on était 10. Quand je suis parti, on était 70 en 3 ans et demi. Et il y a 2 startups qui se sont créées en plus. Donc c'est vraiment énormément de projets, énormément de clients différents. Il faut aller vite, que ça soit pour présenter le projet, pour lancer le projet, etc. Du coup, une de nos grosses problématiques, c'est de simplifier le DevOps. Alors, on a 2 gros trucs, nous. Il faut qu'on soit isoprod pour s'assurer que ça va marcher en production, et on s'occupe d'automatiser tout ça, la mise en production. On va vous expliquer un petit peu comment nous on fait, et voilà, et ce que Docker pourra nous apporter dans le futur. Donc isoprod, ça veut dire que on a la même stack partout, de local à prod, mais ça fait beaucoup de machines. Et donc maintenant le provisioning automatique se popularise, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des scripts qu'on exécute partout et qui vont recréer les mêmes environnements un peu partout. Quand je suis arrivé, on utilisait Puppet, et on mettait environ une journée à créer nos environnements de développement et arriver en prod avec, généralement, on faisait beaucoup de Symfony à l'époque, et avec quelques petites modifications les noms de bases de données, quelques packages spéciaux, quelques modules PHP. Ça prenait pas mal de temps, et surtout pendant le projet, dès que le client avait une certaine demande, ça prenait beaucoup de temps à se plonger dans tout le framework Puppet. C'était très difficile, et très difficile pour nous. Et est arrivé Ansible, et là c'était un peu une révélation pour nous, les devs. On était tous vraiment contents. Ça nous a permis de simplifier tout ça largement. Alors, je vais passer 2 minutes à expliquer Ansible. Je sais pas à quel point les gens connaissent ici. Alors voilà. Donc Ansible, c'est un framework d'automatisation qui permet de faire un peu la même chose que Puppet et Chef. L'avantage de Ansible par rapport à Puppet, c'est qu'il est agentless, c'est-à-dire qu'on a un peu comme Salt, si j'ai bien compris. On n'a pas besoin d'installer Ansible sur... Il n'est pas agentless? Bon, bah merde, j'ai dit une connerie. Bon, bah tant pis pour ça. Ok. Du coup, l'avantage d'Ansible par rapport à Salt, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'installer sur les serveurs. Donc c'est assez pratique. On fait tout. Voilà. Il y a des modules de base, donc par exemple le module apt, le module template, le module shell. En gros, c'est des modules qui permettent de faire une couche d'abstraction. Donc ces modules vont permettre de faire la même chose sur, pas apt, mais que ce soit sur les Debian, les CentOS et tout. Ça s'écrit aussi en YAML, et ça fait du templating en Jinja 2, donc là comme Salt, très bien. L'architecture est assez simple. On a un playbook, donc c'est le fichier qui va nous détailler les grandes lignes de ce que le script va devoir faire, des rôles, des serveurs et des variables. Donc voilà, donc par exemple un petit playbook pour installer Symfony. On a des petits trucs en commun, par exemple on installe Git, on installe un MySQL, un Nginx, PHP et Composer. On a un petit fichier de variables, et c'est parti. Hop. Voilà, donc maintenant on va passer au rôle vite fait. Ça marche pas trop. Donc un rôle,
Un rôle, c'est un ensemble de tâches qui vont avoir un but spécifique. Par exemple, le rôle MySQL, vous l'avez deviné, ça va d'être d'installer MySQL. Dans un rôle, il y a plusieurs tâches. Une tâche, c'est l'élément de base d'un script Ansible. Et une tâche, par exemple, ça va être d'installer un package. Donc là, c'est Nginx. Et ça comporte un nom et un module. Donc c'est assez simple à comprendre. Et c'est pour ça que nous, chez Théodo, on l'a adoré. Les variables. Donc c'est du YAML, rien de particulier. Et les variables vont être définies à plusieurs niveaux. À l'intérieur d'un rôle, ça va définir les valeurs par défaut. Ensuite, ils peuvent être définis au niveau du playbook. Donc là, c'est quand vous voulez appliquer les mêmes variables sur tous vos serveurs. Et enfin, au niveau des hosts. Donc, principalement, par exemple, on va s'en servir pour setter des variables de base de données qui doivent changer pour tous les serveurs pour des questions de sécurité. Donc voilà comment on s'en sert dans une tâche. On spécifie le nom de la variable et la tâche va s'exécuter avec la variable. Voilà. Hop. Et du coup, notre environnement de développement classique, on va utiliser VirtualBox pour créer nos machines virtuelles en local, Vagrant pour administrer plus facilement VirtualBox, et on va utiliser Ansible pour configurer notre VM en local. Ce qui nous amène à la production. On va faire, du coup, il n'y a plus de Vagrant, il n'y a plus de VirtualBox, et on va utiliser donc des fournisseurs de cloud. Donc là, j'ai mis OVH parce que c'est français, j'avais envie de faire un peu de pub. Et du coup, Ansible va s'occuper de configurer le serveur comme on veut. Et Capistrano, par exemple, ou Shipit pour les nouveaux, vont s'occuper de déployer Symfony. On peut d'ailleurs déployer avec Ansible aussi. On peut déployer aussi avec Ansible, mais c'est un peu overkill à l'heure actuelle. Je ne sais pas si les gens déploient avec Salt ou pas, mais voilà, il y a d'autres outils un peu plus faciles à utiliser. Mais voilà. Donc, ce qui nous ramène à notre aventure. Donc, on était avec Puppet, c'était un peu long, et on s'est dit avec Simon qu'il fallait qu'on améliore ça. Donc, on a fait 5 projets dont le but consistait à générer rapidement des provisionnings qui allaient pouvoir être utilisés par tout le monde. Donc, il y a le lien GitHub si vous voulez aller voir, tout est open source. Pourquoi on a fait ça ? Donc on a fait ça pour aller plus vite en début de projet. 8 heures, c'est ultra frustrant pour le client. Donc nous, on vend de la rapidité d'exécution du projet. On dit, vous allez voir, ça va être super vite. Et au bout d'une journée, le client, il voit rien. Il se demande un peu si on se fout de sa gueule. Alors maintenant, c'est beaucoup mieux. On a fait en sorte que ce soit aussi beaucoup plus simple à utiliser parce que tous les concepts qu'on parle cet après-midi sont très compliqués, surtout pour des jeunes qui sortent d'école, ou même pas pour des jeunes, pour tout le monde ça reste compliqué, mais encore plus pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui sortent d'école d'ingé, ils connaissent un tout petit peu l'informatique, mais pas beaucoup, donc là on leur apporte beaucoup de choses d'un coup, c'est difficile à digérer. Et on a voulu insister aussi sur le côté pédagogique, pour que tous les concepts soient facilement et rapidement compréhensible et que les gens montent en compétence rapidement. Et tout ça c'est bien beau, mais si notre provisioning qui se génère rapidement, on peut pas l'utiliser dans la vraie vie, ça sert à rien. Donc on a fait en sorte qu'il puisse être vraiment utilisé. Ce qui nous amène à maintenant. Donc par exemple ce mois-ci, j'ai lancé deux projets avec nos outils et on est super content parce que maintenant on met plus qu'une heure pour passer on n'a rien from scratch on a quelque chose en prod et on peut montrer au client un Hello World et on a notre environnement de développement complet et personnalisé qui est créé et son site qui est lancé. Donc on est super content. Je vais essayer de faire une petite démo hyper rapide. Donc l'idée, on fait du web. Donc on va commencer par télécharger Symfony. Hop.
télécharge Symfony. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je crie. Voilà. On va dans le répertoire et là, on utilise notre petit soft qui s'appelle Tailwind. Et voilà, ça va nous générer notre provisioning. Donc là, c'est un truc par défaut qui est censé marcher. Donc, enfin, qui marche complètement, pardon, mais qui est pas du tout, qui est pas du tout customisé. Alors, Atom. Donc voilà, on a. Non, ça c'est Plop, c'est l'autre. Bon, c'est la même chose, c'était un test que j'ai fait il y a 5 minutes. Hop. Je sais pas où c'est lancé. Bon. Les joies des démos. Bon. C'est beaucoup moins marrant. C'est bien. On va faire un tweet. Bon, voilà. Du coup, on a ça a généré en fait un dossier DevOps. À l'intérieur, il y a un dossier provisioning. Voilà, avec tout notre playbook prêt à être utilisé. Et notre vagrant file, pareil, pour ceux qui connaissent, prêt à utiliser. Donc voilà, là en deux minutes, on a, donc là c'est pas 1 heure, c'est si on a aucune manip à faire, en 2 minutes, tout notre environnement est prêt. Évidemment, en fait, vu qu'on a des projets énormément, on avait beaucoup de projets en Symfony, c'est vrai qu'on s'est toujours basé sur Symfony pour lancer. Après, on a de plus en plus de projets en JavaScript, et du coup, le Tailwind prend en compte en fait le type de projet pour lequel on veut générer le provisioning. Il n'y a que Symfony et Node pour l'instant. Et je laisse la parole à Simon. Du coup, en 2016, on se dit, ça fait un petit moment qu'on réfléchit à mettre en place la technologie Docker. On se dit, est-ce que Docker et Ansible peuvent interagir et gagner en fait du temps dans cette génération de provisioning? Et donc la réponse évidente est que sûrement ça doit marcher, mais comment quoi? Alors, attendez 2 secondes. Excusez-moi. Du coup, waouh. Donc Docker, il y a eu une démo juste avant, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Docker. Bon, on va revenir sur quelques concepts. Déjà, VM, container, on a toute la partie système d'exploitation qui est pas émulé. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide dans le lancement de la VM, mais aussi dans l'exécution des différents programmes qu'il y a à l'intérieur. Donc Docker Engine, on va pouvoir interagir via une API ou via des commandes avec et lancer les différents conteneurs. Donc tout le concept de Docker se base sur les microservices. Et donc c'est là où on va pouvoir énormément gagner de temps finalement, parce que un projet Symfony, tous les projets Symfony, ils sont plus ou moins identiques. On va avoir un serveur web, on va avoir du PHP, on va avoir le code source de Symfony et après une base de données. Et finalement, ces bases de données, on va pouvoir les packager plus ou moins et tout packager d'avance. Donc on va avoir notre Docker, on va avoir notre container qui contient juste les sources de notre Symfony.
on va avoir un container Nginx, PHP, et on va pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir des données en fait spécifiques à notre application dans un container précis. Par exemple, imaginons un site web où on va uploader des photos, ben, on va sauvegarder toutes ces photos dans un container, on va pouvoir après mettre sur le réseau, partager, etc. Et on va pouvoir faire communiquer l'intégralité des containers. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les containers, en fait, ils sont basés sur des images. Ces images-là, en fait, on va pouvoir soit les télécharger depuis un registry, donc comme Docker Hub, ou depuis un registry personnel, enfin privé. Et du coup, là, j'ai fait un petit exemple pour télécharger Piwik. Il y a différents containers et on voit qu'il télécharge plusieurs choses différentes. En fait, c'est vraiment comme Git. En fait, il va prendre un différentiel des images au fur et à mesure et va créer l'image. Donc, on peut évidemment créer notre propre image, comme on l'a dit. Pour créer l'image, en fait, on va avoir besoin d'un Dockerfile. Ce Dockerfile, on va pouvoir avoir des instructions différentes. Donc là, par exemple, j'ai juste ajouté un fichier de configuration dans le dossier appconfig, ce qui va permettre d'avoir directement ma config dès le lancement du conteneur Piwik. Donc, voici, là j'ai mis toutes les différentes instructions qu'il peut y avoir dans un Dockerfile. Donc on peut avoir des commandes, copier des fichiers, gérer des volumes, etc. Et dire surtout à partir de quelle image on part. Là j'ai mis un Dockerfile un petit peu plus compliqué, où finalement c'est un volume qui va télécharger les sources de Piwik et les mettre à disposition. Donc cette image-là, en fait, on va pouvoir, dès que Piwik, par exemple, est mis à jour, on aura juste une variable à mettre à jour, réexécuter le container et du coup, on pourra changer de container assez rapidement. Wow. Mince, excusez-moi. Du coup, on peut voir les différentes images qu'on a sur notre ordinateur, les supprimer, évidemment. Et du coup, à partir de ces images, on va pouvoir gérer les containers. Donc là, j'ai mis une commande pour lancer un container à partir d'une image. On voit bien que la ligne de commande commence à être compliquée. On a plein de paramètres différents. C'est pas en soi très compliqué, mais à taper, c'est un peu ennuyant. Et surtout, on s'y perd assez rapidement. Et donc, ok. Et là, on peut accéder au container. En fait, Docker a créé justement Docker Compose pour éviter en fait ce genre de ligne. Ça permet d'avoir dans un fichier YAML tous les différents containers et les lier entre eux. Parce que ici, donc là, il y a link db. En fait, je dis à Piwik, bon, ben, tu vas linker Piwik à cette base de données là. Donc, on va voir ce que Docker Compose, comment Docker Compose peut nous aider. Donc là, j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'aurais dû lancer 2 commandes et ça aurait été 2 commandes assez grandes. Là, on voit en 2 secondes, bon, bah ok, on a notre base de données, on a notre code. Ce container-là, bon, il y a Apache PHP à l'intérieur et le code source. Évidemment, il faut vraiment séparer ces containers en plein de petits containers qui font vraiment une seule chose.
Et donc voilà, d'un seul coup, hop, j'ai juste une commande à lancer, docker up-d, et ça va me lancer les deux containers. Donc en fait, il y a Docker Compose qui lance Docker et qui va lancer nos différents containers. Ok, donc là, on a fait rapidement plusieurs containers. Maintenant, on se dit, on va vouloir gérer différents serveurs. Le but étant de toujours avoir le côté développeur en local, une pré-prod et une prod. Du coup, il y a Docker Machine qui va permettre de nous aider. Donc Docker Machine est là pour en fait créer des machines avec Docker d'installer et on va pouvoir utiliser différents drivers. Ces drivers, en fait, on va pouvoir en local utiliser avec VirtualBox. Donc ça va piloter directement VirtualBox. Avec une seule ligne de commande, Docker Machine create driver VirtualBox. On crée une machine en local. Ça s'exécute et à la fin de la commande, en fait, il nous dit OK, exécuter Docker Machine en postdev. Ça va nous permettre de en fait voir certaines variables d'environnement. Donc avec une commande eval, on va pouvoir intégrer ces différentes variables dans notre shell. Et du coup, si on relance un Docker up, un Docker Compose up-d, en fait, ça va aller directement exécuter Docker sur la VM, VirtualBox. Évidemment, on peut faire avec plein de services différents, plein de clouds. On peut le faire aussi avec, donc là j'ai fait pareil avec DigitalOcean. Et donc c'est exactement finalement les mêmes commandes qui sont exécutées et on voit bien les variables d'environnement, c'est vraiment identique. Donc on travaille à distance et en local avec les mêmes commandes, les mêmes outils. On peut le faire aussi sur nos propres serveurs, que ce soit de l'OpenStack ou du vSphere de VMware. Et surtout, on peut utiliser un driver générique où en fait sur la machine, on aura installé nous-mêmes Docker et après on peut rattacher cette machine-là dans Docker Machine. Donc on a Docker Machine, on a créé, là j'ai pris l'exemple de VirtualBox, on crée notre VirtualBox, on exécute pour récupérer les variables d'environnement et on exécute notre Docker Compose up et voilà. Ça marche. Donc ça a marché en dev, en prod et en pré-prod. Après, évidemment, tout ceci, ça reste quand même encore des tests, etc. Bon, on a quelques sites en prod, mais ça reste limité. C'est pas encore des sites de clients. Et le but, ce serait vraiment de développer cette façon de faire. Du coup, on n'aurait plus, par exemple, pour NGINX, finalement, du Symfony, on a plus ou moins la même configuration sur l'intégralité des projets Symfony. Du coup, ça permettrait de simplifier ce container-là. On l'aurait déjà existant, on aurait juste à le pouler et même plus à le créer. Voilà. Donc, c'est vraiment enthousiasmant en tout cas, et c'est beaucoup plus rapide que lancer des provisionning à répétition en fait, parce que quand on provisionne avec Ansible, on revoit en fait plus ou moins les mêmes tâches s'exécuter et c'est vrai qu'à ces moments-là, on se dit on est en train de perdre du temps. Du coup, si vous voulez utiliser Docker en prod, vous êtes forcément posé la question de la sécurité. Et si vous êtes intéressé un peu au sujet, vous êtes sans doute tombé sur des articles qui vous ont fait très peur.
Voilà, il y a un excellent talk, donc c'est très long à parler de la sécurité, c'est pas du tout notre expertise, donc on va pas vous raconter n'importe quoi. Je vous ai sectionné ce talk qui est disponible sur YouTube d'un expert en sécurité de Docker. Je vous conseille, alors les slides, on va les partager, ils sont sur slide.com, Maxime Tonnesen. Enfin, si vous voulez, vous venez nous voir, on vous les donnera. Et donc, je vous conseille cette vidéo YouTube qui est vraiment sympa. Ensuite, on voulait savoir comment articuler tout ça avec Ansible, parce qu'on a acquis beaucoup d'expérience, on aurait bien voulu capitaliser sur cette expérience et pas repartir de zéro avec Docker. Ansible permet de faire plusieurs choses avec Docker, mais une première grande famille de choses, c'est gérer les images Docker. Donc on va avoir du classique, regarder si sur un host il y a une image présente, et si elle n'est pas présente, la télécharger. Voir si on peut également la builder et l'enlever. Donc Ansible permet de faire. Et il permet aussi de faire un peu la même chose avec les containers. Il permet un peu comme Compose, de gérer vos conteneurs, donc les lancer, les supprimer, et voilà. Et comme on voit, en fait, ça correspond plus ou moins à du Docker Compose, mais c'est les mêmes. En général, ils ont gardé les mêmes noms, donc c'est assez intelligent. On peut copier-coller l'un à l'autre assez rapidement. Mais en conclusion de nos recherches un petit peu, on est arrivé au point que Ansible, si on utilise Docker, il va nous servir uniquement pour provisionner notre machine host et pas beaucoup plus. Donc installer Docker, faire des patchs de sécurité, installer tous les outils sysadmin que je ne connais pas, et voilà. Dernièrement, en fait, il y a eu un article qui justement proposait en fait du provisioning du host à partir d'un container. Donc en fait, on a un container qui contiendrait Ansible, notre playbook, et en fait, on exécutait le playbook sur le host, ce qui permettrait en fait d'avoir toujours ce provisioning en Ansible qui est très rapide à lire, très simple. Et donc c'est Nathan Leclerc, hein, il travaille chez Docker, qui a fait l'article, et il est à lire, c'est assez marrant. Bon, après c'est un peu du hack quand même pour l'instant, mais à regarder de près. Si vous avez des questions. Pas de questions au moment. Quelle serait la valeur ajoutée d'Ansible dans le contexte quelle serait la valeur ajoutée d'Ansible dans le contexte d'une utilisation de Docker Machine pour provisionner les autres Docker et Docker Compose pour composer des applications, assembler des applications dockerisées? En fait, ton Docker Compose, donc ton Docker Machine, il va installer Docker sur ta machine distante, ok. Et le truc, c'est qu'il va falloir mettre de la sécurité. Par exemple, on va pouvoir mettre un firewall sur la machine host. Et donc, du coup, comment tu provisionnes ce firewall? Il y a un moment donné, soit tu le fais à la main, soit tu utilises un outil, en fait. Et donc du coup, c'est pour ça, nous, pour l'instant, on se penche plus pour rester avec du Ansible pour provisionner le host et déployer les containers avec Docker Compose Up. Red Hat, mais c'est quoi l'avenir de Ansible ou de l'avenir de Satellite? Je ne sais pas quelle est la question qu'il faut poser correctement. Mais c'est pas à vous qu'il faut la poser, c'est plus une remarque, quoi. Hein. Quelle est la stratégie? Bref, c'est un peu compliqué tout ça. Ça, on peut pas répondre. Hein.
Mais T'es pas obligé de répondre, hein, c'est juste que Moi, aujourd'hui, grand chose là. Aujourd'hui, de manière très pragmatique, on a réussi à faire une stack qui nous permet d'aller en prod quand même de manière assez rapide. En 1 heure, tout est OK. Donc nous, on sait qu'on peut s'appuyer là-dessus. Docker, ça commence à être vraiment, il y a vraiment beaucoup de grosses entreprises qui l'utilisent en prod aujourd'hui, donc ça commence à devenir très mature. Donc voilà. Après, Ansible, c'est pas que pour du provisioning, c'est un framework d'automatisation en général de tâches. Donc ça, c'est super pour le provisioning, mais il y aura forcément d'autres tâches qui seront effectuées avec du Ansible. On a eu, il y a plein d'exemples, des meet-up Ansible, de trucs super cool. du provisioning de machines, de laptop, moi, Après, j'avais évoqué Satellite, mais c'est même combat pour Chef, pour Puppet, etc. Enfin, toute la galaxie qui existe aujourd'hui chez Red Hat, vu que Ansible a été racheté apparemment par Red Hat. Quid de l'avenir? Mais bon, après, on n'est pas devin. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Je suis désolé, on ne va pas avoir le temps pour d'autres questions.